Pour cette deuxième saison du podcast Regard critique, réalisé à partir de conférences enregistrées en 2009, Daniel Deshaies, ingénieur du son et enseignant, aborde pour nous la part sonore du cinéma. Dans ce dernier épisode de son analyse de la part sonore du cinéma, Daniel Deshaies aborde la question du son direct avec Paysage de Sergueï Loznitsa, réalisé en 2002. L'évacuation de la voix off et de la musique favorise l'attention. Loznitsa démontre que le son peut engager notre regard à scruter l'image plus loin encore. Le peu de synchronisme lui permet de construire plus librement la progression de son récit. Alors, ce soir, le direct et le synchronisme. Quand on pose la question du synchronisme, finalement, on se dit, mais c'est de l'acquis, quoi. Quelle question? Enfin, le synchronisme, bien sûr, le cinéma, c'est le synchronisme. La question ne se pose plus depuis l'industrialisation autour des années 29. Voilà, il y a eu comme ça des majors, comme on dit, qui se sont mises d'accord et qui ont fait que toutes les salles au monde, peu à peu, s'équipaient. En fait, le synchronisme avait mis beaucoup d'années à s'industrialiser, à trouver une forme qui permette de lancer des séries commerciales. Mais il existait depuis très longtemps, on pourrait dire presque depuis l'origine. Et d'ailleurs, à la Cinémathèque française, on trouve des petits films qui ont été faits en 1896, notamment un petit violoniste avec un petit danseur voilà, qui danse, un square dance. Et donc on savait déjà synchroniser. Ce qu'on ne savait pas faire, c'était d'une part amplifier, c'est-à-dire avoir un niveau sonore suffisamment fort pour une assemblée, et puis on ne savait pas tenir le temps, la durée, parce que effectivement, quand on passe sur des formats d'1 heure ou de 2 heures de film, évidemment, ça pose des problèmes. Le synchronisme, en fait, a eu beaucoup de formes différentes. Ça a travaillé d'abord avec, bien sûr, les supports de la musique, qui étaient le rouleau au départ, puis le disque. Le disque qui, évidemment, qui à l'époque partait du centre vers l'extérieur, comme les CD d'ailleurs, et non pas de l'extérieur vers le centre. Et on synchronisait directement les disques les uns après les autres. Et alors, ce qui est intéressant de questionner, c'est finalement le fait que ces films ont toujours tenté de résoudre la question du synchronisme. Tout le monde a toujours tenté de résoudre cette question. Et finalement, il a fallu attendre que la question soit réglée pour qu'on puisse se poser la question du désynchronisme, finalement. Il a fallu que ça soit réglé pour que certaines personnes, finalement, se mettent à construire des formes libres par rapport à cela. Et on peut se poser la question, pourquoi finalement on essayait tout le temps avec la musique de raccorder les mouvements, avec les bruitages, de raccorder avec les voix, de raccorder avec le mouvement des images. Sans doute, il faut régler ces questions techniques avant de prendre de la liberté, avant d'aller explorer du côté de la création quelque chose qui s'appuierait finalement sur la certitude de la technique. Puisque la technique a résolu le problème, alors maintenant on peut penser autrement. Et donc il y a toujours cette idée-là, il faut que les choses soient fixées pour qu'on puisse s'en détacher. Le film de ce soir est un film qui se détache justement du synchronisme. Le travail de Loznitsa est un travail qui se détache du synchronisme. C'est un travail c'est en fait un cinéaste qui fait travailler le son de manière très libre par rapport à l'image. Alors, c'est un cinéaste qui, d'une part, travaille beaucoup le photographique. Il a
eu toujours beaucoup d'intérêt pour la photographie. Et on va voir d'ailleurs à quel point dans ce film la photographie est présente dans sa façon de cadrer, mais aussi dans sa façon d'utiliser les appareils, c'est-à-dire d'avoir finalement, là on va voir un cadre qui dans un panoramique circulaire décrit, enfin révèle le paysage de manière extrêmement régulière. Et on est effectivement tout le temps cadré. Il y a quelque chose qui ne bouge pas. Il n'y a pas la présence finalement du corps du filmeur. On est sur un appareil qui finalement, par sa fixité et par son mécanisme, nous tient dans quelque chose qui est extrêmement serré, qui est... comment dire, qui est sur des rails. Hein. Il y a quelque chose comme ça qui est très, très, très organisé. À côté de ça, eh bien, il y a un sonore qui trouve son indépendance. Dans, finalement, tous ces films, Loznitsa travaille sur la refabrication du son et notamment des liens de synchronisme. Alors, ça n'est jamais du direct, c'est quelque chose qui se reconstitue avec des liens, avec par moments des liens de synchro, mais qui veut garder une sorte de flottement, une sorte de poétique qui permettrait au son de se détacher totalement de l'image, de trouver son propre régime, de trouver sa propre parole, son indépendance, pour de temps en temps se raccorder, se raccrocher à l'image. Et alors dans ce film, ce qui est très très intéressant, c'est que il y a plusieurs dispositifs qui sont en route en même temps. Du point de vue du son, ce qui a été fait, c'est que le preneur de son a fait un travail autonome. C'est-à-dire qu'il est parti dans une foule de gens qui attendent à un arrêt de bus et il est resté près de ces personnes et il a tourné de nombreuses heures, plus ou moins clandestinement, pour enregistrer ce qui se disait. Alors ça se passe en Russie et évidemment les bus n'arrivent pas à l'heure et pas souvent, et il enregistre les dialogues qui se font dans un petit village entre les personnes qui attendent et qui parlent de choses et d'autres. Mais surtout, finalement, ce que l'on saisit là, c'est l'état de malheur, de misère, de délabrement du pays. Et ce qu'il nous montre de cette façon, c'est finalement une parole extrêmement libre, une parole qui n'a jamais conscience qu'elle s'adresse finalement à quelqu'un d'autre que l'interlocuteur d'à côté. Ce film est fait comme s'il se situait à côté de l'interlocuteur d'à côté. Les images sont tout le temps dans un balayage des visages, dans un balayage des êtres qui attendent, qui parlent de temps en temps, mais dont on ne saisit jamais ou rarement des liens synchroniques. Et alors nous sommes sans cesse dans une attention et une volonté de comprendre qui vient de parler et qui va parler. Et il y a là quelque chose qui se constitue chez le spectateur dans la confection des liens de synchronisme. C'est-à-dire ce que l'on entend à l'image n'est pas la parole des gens qui sont au cadre. On voit des gens attendre, on voit des gens assis, on voit des gens qui sont dans le froid, sous la neige, qui sont longuement comme ça abandonnés, et on entend des voix, ça parle,
ça parle autour, mais on ne sait jamais si c'est la personne que l'on vient de voir ou si c'est la personne qui va rentrer dans le champ qui vient de parler. Alors, ce travail de prise de son qui a été fait longuement a permis à Loznitsa d'emmagasiner de la matière sonore qu'il a ensuite construit, qu'il a reconstruit. Il a donc ainsi fabriqué une parole, une construction d'une parole de ce groupe de gens dont il a organisé finalement le trajet. Mais il n'a pas fait qu'organiser le trajet du côté du sens, mais il l'a fait aussi du côté du timbre, du côté des formes de l'expression, du côté des hauteurs de parole, des hauteurs des voix, des flux de parole. Et donc on a là une forme sonore. Alors lui il parle, enfin je ne sais pas si c'est l'intervieweur ou si c'est lui qui parle de cela, mais en tout cas il est question de partition sonore. Je doute que ça soit une partition, mais en tout cas il y a cet esprit d'une volonté de musicalisation entre guillemets de la forme. Ce qui est intéressant, c'est que finalement on se rend compte que l'écoute fonctionne de manière très importante, l'écoute continue, l'écoute est ouverte, nous sommes à l'affût de ce qui est dit et nous tenons pendant toute la durée du film cette écoute tendue sans jamais décrocher. Et ça pose un certain nombre de questions sur finalement la nécessité du synchronisme du cinéma auquel tout le monde adhère, s'accroche désespérément. Enfin, je vois sans cesse des cinéastes et des gens du son d'ailleurs qui pensent que le synchronisme du son direct, du cinéma direct, est finalement la force de ce cinéma direct. Je crois que ce film nous prouve que finalement, le direct, c'est pas forcément le synchrone. Il y a là quelque chose qui se constitue de manière autonome, qui a à voir avec ces images, bien sûr, puisque c'est les mêmes personnes. Ces personnes que l'on voit sont plus ou moins... Non, sont consentantes d'être filmées, parce que le dispositif de tournage est visible. Enfin, c'est quand même une caméra 35, donc Loznitsa ne travaille qu'en 35, il ne veut pas faire de vidéo, il veut justement une qualité d'image très grande, il veut une qualité photographique très précise. Donc, le public qui est là sait qu'il est filmé, mais effectivement, il n'y a pas de preneur de son, il n'y a pas de perche en même temps que l'image est prise. Donc, il y a là quelque chose qui se fait en plusieurs temps, qui a bien à voir, il s'agit bien des mêmes gens, il s'agit bien de la même situation, mais finalement, le dispositif est une sorte de démontage du temps, une sorte de démontage de cette vérité qui aurait lieu dans un moment ramassé où l'image confirmerait le son et où le son confirmerait l'image. C'est ça le drame du cinéma, c'est cette annulation de l'un par l'autre et qui nous empêche finalement d'entendre. C'est parce qu'il y a une désynchronisation, une désolidarisation du son et de l'image que nous commençons enfin à avoir deux éléments dissociés, deux éléments qui vont travailler devant nous et dont on va pouvoir, nous, établir les liens. Il y a là quelque chose qui, finalement, lui permet de choisir dans l'un et l'autre domaine. Il choisit son image et il choisit son son. Il construit la progression sonore des événements, des éléments qui sont racontés, du récit, et en même temps, il choisit les visages. Alors, le film ne se passe pas entièrement à cet arrêt d'autobus. Il commence à l'extérieur de la ville, du village, par un plan fixe.
Et il va finir aussi par un plan fixe. Il y a là, dans ces deux plans, du début et de la fin, enfin à la fin on pourrait dire même qu'il y a deux plans de fin, mais il y a là dans ces plans fixes quelque chose qui part et retourne sur le photographique. On est avec Loznitsa dans une volonté de faire travailler le son de manière très importante. Dans tous ces films, cette démarche existe. Et même dans les films qui vont suivre, il a fait après ce film un film qui s'appelle Blockade, qui est sur le blocus de Stalingrad pendant la guerre, pendant les 900 jours de fermeture de la ville. Et à partir d'archives qui ont été tournées sur place, il va reconstruire toute la bande sonore du film. Et son film, finalement, n'est pas ces images, mais c'est la construction sonore qu'il établit sur ces images. Alors, cette construction sonore, c'est quoi? Alors, c'est très étrange, ce film est un peu comment dire, difficile à recevoir. Ce que l'on a dans ce film, c'est finalement un bruitage de tous les événements qui se passent, hormis les voix des êtres qui souffrent. Il a gommé, il a intentionnellement non bruité les femmes qui pleurent en portant leur bébé à la fosse commune. Tout le monde meurt dans cette ville, tout le monde meurt de faim. Il n'a pas bruité une femme qui insulte des soldats allemands qui sont prisonniers, etc. Il y a là quelque chose qui, en travaillant le son dans un deuxième temps et de manière complètement autonome, lui permet de distinguer, de désigner ce qu'il désire activer dans l'image. On avait vu ça finalement à la première séance avec Jacques Tati, qui le faisait d'une autre façon et pour d'autres raisons. Là, c'est finalement une construction aussi en creux, en épure, entre guillemets, de la saturation sonore ordinaire du cinéma. Il n'empêche qu'il y a beaucoup plus de son que chez Jacques Tati. On a quand même des continuums. Là, dans ce film, nous avons finalement du son direct. C'est du son qui est fait sur place. Même s'il va retirer des parties ou s'il va organiser les parties qu'il nous donne à entendre, finalement, on a un son direct ordinaire. Dans des films précédents, je pense à un film qu'il avait fait. Je pense que ce film est quand même assez connu, qu'un certain nombre l'ont vu. Il s'appelle Stop the Train. C'est un film qu'il a fait en 2000 et qui est dans une salle d'attente d'une petite gare de Russie. Il a fait ce film parce qu'il avait l'habitude, quand il allait chez sa grand-mère, de s'arrêter dans une petite gare en pleine campagne. Et donc à partir de cela, il a constitué un film qui nous présente des êtres en sommeil. Et le travail est fondamentalement, profondément photographique, mais aussi est une activation par le son de ce qui se passe dans cette, comment dire, dans cette situation de presque rien, d'une vie qui serait une sous-production sonore. Quelques ronflements, quelques mouches, quelques mouvements de personnes qui se réveillent un peu, etc. Le film tient très très bien. Le film n'est pas très long, mais il tient très bien. Tout le travail de Loznitsa se situe toujours à cet endroit-là, dans quelque chose qui est de l'ordre d'une poétique, mais en même temps d'un regard sur une population défavorisée, souvent les pauvres, souvent des gens qui ont peu de moyens de s'en sortir.
Voilà. Paysage, en fait, c'est un film qui a été fait en 2003, donc qui est le quatrième film. En fait, il y avait au tout début des films qu'il a fait en co-réalisation en 96 et en 98. Et ensuite, c'est Stop the Train, celui dont je parle. Settlement, qui est un film qui a été fait sur un asile en Russie aussi. Et Portrait, qui est un film qui prépare celui-là. Et il dit d'ailleurs que chaque film prépare le suivant, qu'il y a une sorte de continuité, de linéarité dans son travail. C'est des paysans qui, à l'arrêt, dans une situation fixe, sans bouger, sont devant la caméra. On a dans ce film que l'on va voir ce soir une situation qui est aussi celle-ci, c'est-à-dire que une fois qu'on a eu ce plan fixe à l'extérieur, on va commencer à entrer dans les premières maisons du village et par un panoramique de 360 degrés sur un pied électrique, la caméra décrit comme ça le paysage et les choses sont fixes. Les êtres sont fixes, on voit un homme à l'arrêt, donc on suppose qu'il a dû lui demander de s'arrêter, de ne pas bouger. Ensuite, on voit des enfants qui bougent un peu, mais puis qui se mettent très vite à l'arrêt. Et il y a un travail sonore qui existe, non pas dans des lointains, mais dans des semi-lointains. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, il y a sans cesse des choses qui seraient accessibles, que l'on entend, qui arrivent autour de nous, et auquel on n'a jamais accès. Mais on n'y a accès finalement que consécutivement. On se dit, ah, ça doit être ces enfants qui ont dû parler, ou ça doit être ce chien que l'on voit après. Donc on est au départ comme si on était sur finalement une photographie, comme si on filmait sur une photographie. Et peu à peu, les choses vont s'activer. On va avoir un homme qui s'éloigne, puis quelques femmes qui passent, puis une ou deux voitures. Donc quelques éléments de synchro qui confirment que c'est bien du cinéma synchrone. Et puis, peu à peu, on va reperdre ce synchronisme. Et dans cette grande séquence où on voit tous les visages tour à tour des gens qui attendent, il réorganise des points de synchro pour réalimenter, si vous voulez, des liens, pour réorganiser des liens entre le sonore et le visuel. Mais il part d'un matériau qui n'est pas du tout synchrone et sur quelques éléments, sur un mouvement de bouche, sur une personne qui parle, il va rebruiter, il va refabriquer une voix pour nous faire croire que c'est des cinémas synchrones. Donc il organise finalement, il construit le sonore de son film dans une sorte de faux. On est comme ça dans quelque chose qui se tient dans une certaine distance, mais qui sans cesse nous dit, ben non, finalement, ça soit c'est un curieux hasard, soit c'est finalement que tout le son que j'ai entendu était bien du son direct, mais simplement, ce n'était pas le son des éléments qui m'était donné à voir. Alors c'est d'autant plus véridique cette histoire que lorsqu'il cadre, il cadre assez proche, il cadre assez serré. Et donc ça nous laisse supposer plus facilement que finalement on ne voit qu'une toute petite partie de l'espace. Et donc que tout le reste doit être véridique, doit être du son direct, du son pris au moment de la prise de vue. Alors, vous verrez comment le film se termine. Ce qu'il dit, c'est qu'il a rajouté... Alors, il travaille toujours avec le même preneur de son, à partir de ce film. Les films précédents, il était avec d'autres personnes, mais depuis qu'il a fait ce film, c'est toujours le même preneur de son qui travaille avec lui et qui est une sorte
Bon, ces gens qu'on appelle sound designers, je n'aime pas beaucoup cette expression parce qu'on ne dessine pas le son, c'est un abus de langage qui va encore du côté de l'image. En tous les cas, il a une personne qui travaille le son et à qui il laisse une énorme liberté. Et dès le début des films, il se partage le travail et il attend qu'il y ait des propositions au son avant de, après, les transformer, de décider ce qu'il en sera. En l'occurrence, on a à un moment donné l'arrivée des cars, des bus qui enfin arrivent, et il a mixé avec le son de ces bus qui démarrent tour à tour et qui n'en finissent pas de partir. D'ailleurs, on a une succession de démarrages qui est absolument merveilleuse. Il a mixé dessus un son d'un rotor d'hélicoptère qui fait qu'il y a quelque chose là qui est une espèce de machine, de flux extrêmement actif, extrêmement dynamisant, extrêmement puissant, qui va clore le film, qui va fermer le film et qui va, comme ça, nous permettre de sortir de cette parole qui n'en finit pas de nous dire le malheur. Voilà. Peut-être on va regarder ces images et puis on va continuer d'en parler après parce que c'est assez difficile de décrire ce genre de choses. On est beaucoup dans la sensation avec ce cinéma. Ah oui, une dernière chose, c'est qu'il dit qu'il a eu beaucoup de mal à traduire, puisque c'est sous-titré, à traduire les paroles de ces gens, tant la parole est souvent argotique et en même temps à double sens. Et les Russes ont l'habitude de parler comme ça à double sens. Ils ont eu un régime qui les a obligés à avoir ce type d'humour. Et il dit qu'il y a une grande poétique dans la parole de ce peuple qui est extrêmement difficile à mettre en forme sous forme de sous-titres. Alors il dit qu'il a construit le son selon une sinusoïde. On est effectivement dans un crescendo, des crescendos, dans les densités. On parlait d'ailleurs de niveau d'énergie avec Lusberg à la deuxième séance qu'on a fait. Et là, effectivement, on est dans quelque chose un peu de cet ordre. On a des densifications, puis une détente, comme ça. Alors, on pourrait dire que le sonore est un sonore de hors-champ, mais ça n'a plus lieu d'être de parler comme ça. Ce serait plutôt l'image qui serait hors-champ. Le chant est le sonore. Et donc, cette idée de hors-champ, je pense, est à reconsidérer. Je crois que ça ne vaut que par rapport à un certain type de cinéma. Ce cinéma travaille autrement. Et c'est ça la force de Loznitsa, c'est d'attribuer des places réelles à chaque élément. Dans le film Fabrique qu'il a fait juste après celui-là, c'est un film qui est fait dans une usine où on voit le travail manuel et le travail à la chaîne. Et le son est travaillé à un très très haut niveau, extrêmement haut niveau. Et il nous fait vivre cet espace par la sensation et par la prise au corps. Je me souviens d'ailleurs de Bonfanti qui me parlait de ça, de ça bien longtemps. Il me parlait souvent, son exemple était le marteau-piqueur. Il me disait, mais on ne peut pas donner au spectateur la sensation du marteau-piqueur et de celui qui fait ça toute la journée. Et c'est impossible, on ne peut pas mixer un film comme ça. Et en fait, c'est ce que fait Loznitsa dans ce film sur l'usine. Il nous place... il fait travailler le sonore à cet endroit-là. Et là, on est par-delà la question du sens, bien sûr. Enfin, c'est par la sensation que le sens arrive.
Alors on voit le système est intéressant de finalement ce cycle de fermeture avec un volet lui permet à chaque fermeture au noir de rentrer un peu plus loin dans la ville et de refaire un tour. À chaque fois qu'on passe sur le noir, il fait un déplacement du pied de caméra et on rentre un peu plus loin dans la ville. Et c'est assez fort ce dispositif. Un travail magnifique de l'image aussi, du cadre. Donc c'est un Ukrainien, Loznitsa. Il vit en Allemagne, mais il travaille beaucoup en Russie. Il a été étudiant à Moscou, à l'école de cinéma, où il a travaillé avec la monteuse de Tarkovsky notamment. Et c'est un ingénieur, c'est un homme qui faisait de la cybernétique, qui n'avait rien à voir avec le cinéma. Il est rentré dans le cinéma assez tard. Alors là, on voit que finalement, la question de la voix off, finalement, est balayée, quoi. C'est-à-dire que cette parole, normalement, est prise en relais dans le cinéma par un commentaire. Là, il y a une redistribution, une restitution de la parole aux véritables interlocuteurs. La parole émerge de cette image. Alors, on avait une autre approche avec Moi, un noir, le film de Rouch, où la voix off est restituée aux personnes qui sont filmées, qui commentent les images après avoir été filmées et qui passent d'un statut de narration, de commentaire, comme ça un peu distant, en entrant peu à peu dans les rôles des personnages qui sont à l'image, puis en post-synchronisant pratiquement les personnages. Là, c'est une autre méthode qui est employée. C'est un dispositif en fait très puissant. C'est étrange parce qu'il y a un défilement de l'image qui me fait penser au défilement du son, finalement. Le défilement du son ne cesse de nous amener des éléments et de les faire disparaître. Le son ne cesse de offrir une émergence et de nous emmener dans l'oubli de cet élément qui a eu lieu. Et là, l'image prend ce panoramique prend ce rôle. Alors qu'au son, on a au contraire une très grande stabilité. Enfin, on a quelque chose qui est très assis. Et on attend toujours une émergence suivante. C'est étonnant à quel point, finalement, ce film n'est pas ennuyeux alors qu'il pourrait l'être. Il a toutes les raisons de l'être. Et on n'a pas un instant d'ennui. On cherche sans cesse un élément nouveau. Et c'est surtout dans cette connexion, de cette reconnexion du synchronisme. Nous tentons sans cesse de comprendre qui a parlé ou qui va parler. Et lui, savamment, bien sûr, bruite tantôt une toux, tantôt une voix d'un personnage que l'on voit. Comme ça, il refait des petits sons qui sembleraient nous dire que tout ça est du direct. Justement, par cette séparation du sonore et du visuel, ça n'est pas de l'anecdote. C'est-à-dire, c'est parce qu'il y a cet écart et parce que cette parole n'est plus attribuée à un visage, n'est plus attribuée à cette personne qui parlerait au singulier, que cette parole devient universelle. Et c'est là où on se rend compte, enfin, à quel point il faut remettre en doute, enfin, tout le dispositif synchronique, quoi. Je pense qu'il y a là quelque chose qu'il invente et qui est extrêmement puissant, quoi, qui a une forme
prend d'autres règles et qu'il faut démonter ces règles qui étouffent le cinéma. Le cinéma s'use par l'emploi de ces protocoles. Il faut que le cinéma commence à abandonner ces protocoles, ces sécurités de structure. Et je pense que c'est peut-être du côté du sonore qu'on peut déplacer justement la forme, puisque ce sonore, en fait, pour le faire entendre, enfin, il faut passer par ces biais-là. Sinon, il n'est que le consécutif d'un événement qui a lieu devant soi, quoi. Une espèce de résolution mutuelle dont je parlais tout à l'heure, d'une image qui confirme un son et un son qui confirme une image. Et lorsqu'on sépare les éléments, on n'est plus là-dedans et les éléments commencent à travailler séparément, on renvoie l'un à l'autre. J'ai hésité d'ailleurs à passer ce film, j'ai pensé qu'il y avait un autre film qui traitait de la chose différemment, mais d'une manière intéressante, qui était Le Territoire des autres, le film de François Bell, Gérard Vienne et Michel Fano, qui lui est un film animalier qui travaille justement sur le déplacement du point de synchro et sur le non-synchronisme. Ce qui est intéressant dans le film de Fano et Bell, c'est que tout le son est entendu à travers le regard des animaux. C'est un film uniquement animalier et on est proche des animaux, on les voit et en fait on les voit écoutant. Et c'est leur regard qui est hagard et qui cherche les sources de ce que l'on entend qui nous fait entendre. Et là, on a un peu de ça avec les visages, dans un visage qui se tourne, dans quelque chose qui, par moments, sort du cadre et où une parole émerge. On essaye comme ça, ça active enfin, l'écoute Merci. Je voulais bien dire un mot qui était peut-être lié à une déformation professionnelle. Mais puisque vous en avez parlé au début, vous avez parlé des sous-titres au début et du début de la difficulté de Loznitsa à faire les sous-titres. Ensuite, en voyant le film et en vous écoutant, je découvre que d'une part, le film est une production allemande, une coproduction Arte, que Loznitsa vit en Allemagne. Et j'ai le sentiment que le film, que je trouve très beau, j'ai le sentiment qu'il y a deux films. Qu'il y a d'une part un film qui est vu par des spectateurs russes pour qui ce magma sonore aura ou n'aura pas un sens, pour qui les paroles seront audibles par bribes ou pas par bribes, ou feront une totalité, et en tout cas pour qui le sens s'imposera beaucoup moins que dans le film sous-titré, qui est quand même la destination première de ce film, puisqu'il ne pourrait pas le faire. C'est bien connu qu'en Russie, c'est le genre de film précisément qu'on ne peut pas faire. Il vaut mieux aller ailleurs pour pouvoir trouver une production. Alors que dans ces choix de sous-titres, qui sont des choix très très déterminés, on saisit un petit peu l'ironie, on saisit en effet la simplification par rapport au texte parlé, etc. Mais enfin, c'est très très cohérent quand même. Je ne sais pas s'ils ont été faits à partir du russe ou à partir d'une version allemande. En tout cas, ils ont dû être suivis d'assez près. Là, on a d'une part un élément discontinu, donc qui joue contre la fluidité du film, et d'autre part un élément qui donne un sens, donc qui accentue très très fortement l'aspect requiem, l'aspect mortuaire du film. Voilà, donc la question, c'est pas vraiment une question, mais comment faire quand on est... je pose la question parce que je n'ai pas vu les autres films de Loznitsa, donc peut-être que vous pouvez me répondre par rapport à ça. Comment parler, à qui parler quand on fait des films de non-fiction russe, que ce soit du siège de Leningrad ou d'une usine, etc.
et pour qui les faire, et pour qui, et comment est-il possible aussi d'atteindre des spectateurs russes avec ça et de fonctionner. Voilà, c'est une demi-question ou un mélange de questions. Voilà, les films moi, que je connais de lui sont non sous-titrés parce qu'il n'y a pas de voix. On n'est que dans les sons. Mais dans les sons avec voilà, l'énergie dont je parlais tout à l'heure, la violence, la puissance, ou au contraire ce curieux rapport que l'on peut avoir quand un film d'archives est bruité. Hein. Par exemple, Blocade, on se trouve dans une gêne, enfin on est assez gêné de voir ces images dont on a vu des bouts peut-être au détour de commémoration, mais ce sont des images superbes, c'est des images tournées par sans doute des grands cinéastes qui étaient présents dans cette ville et dont on ne connaît pas les noms. Et le film est un long métrage, hein, c'est 1h30, et d'ailleurs il prévoyait de faire une version rallongée de 2 heures. Il a tout rebruité, sauf les lointains, et sauf les affects, enfin le pathos. Et du coup, on a un dispositif, là encore, qui fonctionne en regard des images, mais là, dans le synchronisme. Et ça donne une curieuse sensation parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir du sonore sur ces images-là. C'est impossible d'avoir du sonore des rues. Enfin, le Nagra n'était pas né, et voilà. Donc il n'y avait pas de son direct de la rue sur du documentaire, enfin sur des images comme ça. Ça n'arrive que très tard. Ça arrive, enfin pour les plus grosses productions à partir des années 60, du début des années 60. Donc il y a là un curieux sentiment d'entendre ce monde, quoi. C'est-à-dire qu'il nous... Mais en fait... vous avez raison, je crois que la question, il y a là justement une troisième part, enfin il y a l'image, il y a les sons et il y a le sens des voix, le sens du texte, qui est effectivement, qui se situe à cheval entre le poétique, le politique, et puis tout ce qu'on suppose dans effectivement cette langue que l'on ne comprend pas et que les gens doivent très bien comprendre, enfin les Russes trop bien comprendre. Quand ils voient ces images. Je crois que l'écrit, enfin la question, enfin j'imagine qu'il y a des gens qui ont dû travailler là-dessus, sur la question du sous-titre et sur la question de l'écrit sur les images. L'écrit, là, prend une grande part. Dans le cinéma... les sous-titres, ordinairement, sont simplement des traductions. Là, on est dans quelque chose qui j'ai l'impression, qui va au-delà, enfin, qui se constitue comme une véritable construction, un choix de ne entendre qu'une partie et que quelques moments et que quelque chose. Effectivement, on est dans une discontinuité, oui. Mais qui nous tient toujours en... C'est comme, là aussi, il y a de l'écoute qui est produite. C'est ça qui est intéressant dans ce film aussi, c'est la production de l'écoute. Et je pense que dans tous les films qu'on a vus dans ce cycle, une part importante était cela, était finalement, il faut toujours se poser la question, comment ces films produisent leur écoute? Comment ces films nous permettent de rester à l'écoute? Comment ils sont conçus, comment ils sont construits, comment ils sont savamment bâtis pour que l'on ne décroche pas et que l'on ait du désir d'entendre plus loin. Et je crois que c'est ça la richesse des films sonores, entre guillemets, c'est qu'ils qu'ils se constituent comme ça, comme des éléments autres, c'est qu'ils nous tiennent dans une écoute qui n'est pas simplement le synchronisme cinématographique. On est presque dans le radiophonique, enfin à cheval entre le cinéma et la radio. Cet épisode a été préparé par Catherine Blangonnet-Oher. Réalisation Michel Bourzex et Catherine Blangonnet-Oher. Ce podcast est produit par Balise, le magazine de la Bibliothèque publique d'information.
Vous pouvez écouter tous les épisodes sur balise.bpi.fr et sur les plateformes de podcast habituelles.